plaisir d'accueillir maintenant est déjà tellement connu et reconnu et apprécié qu'on se demande s'il est encore nécessaire de le présenter. Voici comment il se présente lui-même. Philosophe juif, de nom arabe et de confession catholique. Vous avez tous compris que je parle de Fabrice Adjadj. Vous savez sans doute qu'il est professeur de philosophie et de littérature, qu'il enseigne à l'université, ainsi qu'au séminaire de Toulon, qu'il dirige l'Institut Philanthropos. Vous savez sans doute aussi qu'il a reçu de nombreux prix littéraires et peut-être même qu'il est membre du Conseil pontifical pour la famille. Son dernier ouvrage, Qu'est-ce qu'une famille est à la librairie, pour ceux qui n'ont pas pu y faire un tour encore. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il a aussi d'autres talents. Il écrit des pièces de théâtre, il joue de l'accordéon et il a beaucoup d'humour. C'est à lui, bien sûr, que nous avions le grand désir de demander un décryptage et peut-être même un encouragement sur le sens de la prise d'initiative. Mesdames et messieurs, Fabrice Adjadj. Merci, bonjour. Il n'est pas vrai que je me présente comme philosophe, parce que Platon estime qu'on peut être philosophe qu'à partir de 50 ans. Et je suis encore trop jeune pour avoir la sagesse du philosophe. Le sujet qu'on m'a donné à traiter en 20 minutes, avec une efficacité déroutante, c'est prendre des initiatives personnelles pour changer le monde. C'est ça l'intitulé. Bon. Rien que ça. Alors immédiatement, quand vous entendez ce sujet-là, vous avez deux manières de voir. La première, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Donc mon initiative personnelle ne va pas changer le monde, puisqu'elle va se dissoudre très vite face à l'immensité du monde. Et puis vous avez la version optimiste de l'effet papillon, où vous dites que voilà, le petit battement d'aile du papillon va produire une réaction qui aura au final des conséquences planétaires. Et dans les deux cas, l'enjeu, c'est d'avoir justement un effet mondial, d'agir vraiment sur la planète. Le problème, c'est que quand vous voulez agir sur la planète, vous n'êtes déjà plus dessus, vous avez une vision d'astronaute. La question, c'est est-ce que le mondial est le monde ? Ou si vous préférez, est-ce que l'action spectaculaire est l'action la plus profonde ? C'est le premier point que je voudrais poser en préalable. La deuxième chose, toujours en introduction autour de la question, vous savez, vous connaissez tous cette anecdote à propos de Mère Teresa, quand un journaliste lui a demandé, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait d'abord changer dans le monde pour que ça aille mieux ? Et Mère Teresa a dit, la première chose à changer dans le monde pour que ça aille mieux, c'est moi et puis vous. Mais comment comprendre cette parole ? S'agit-il d'un repli sur sa sphère privée, d'un repli spiritualiste ? Ou s'agit-il de la condition d'une action, non par mode d'agitation, mais par mode de rayonnement. Et c'est précisément peut-être ce mode de rayonnement qu'il s'agit d'explorer. Enfin, troisième point préalable par rapport à la question qui m'a été posée, comment prendre des initiatives pour changer le monde ? Est-ce qu'il s'agit encore de transformer le monde ? Vous savez que ce culte de la transformation du monde est un culte moderne qui a trouvé d'ailleurs un point culminant chez Marx, qui dit que
les philosophes jusqu'à présent n'ont fait qu'interpréter le monde, les religieux contemplaient le monde et la contemplation apparaissait à Marx comme une activité bourgeoise. Ce qu'il faut, c'est transformer le monde. Le problème, c'est que dès que l'on commence à vouloir transformer le monde, peut-être qu'on a manqué dès le départ de gratitude. Peut-être que si la première démarche, c'est la transformation du monde, ça veut dire qu'on n'a peut-être rien accueilli et que derrière la belle utopie, il y a une forme de nihilisme, de ressentiment à l'égard du monde. Nous savons ce que les grandes initiatives pour transformer le monde, les grandes initiatives révolutionnaires ont pu donner. Et on voit ce que donnent aujourd'hui les grandes initiatives technologiques. Il y a un philosophe qui est très important, qui dans les années 70 avait donné une interview. Ce philosophe s'appelle Günther Anders et il disait « C'en est arrivé à tel point qu'il ne s'agit plus de transformer le monde, mais de le conserver tel qu'il est, tel qu'on l'a reçu. » Donc il faut faire très attention, qu'est-ce qu'on entend par transformer ? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans cette logique industrieuse où il s'agit de transformer le monde et en oubliant de se transformer soi-même et donc de ne pas entrer dans une logique, on pourrait dire, vertueuse? Est-ce qu'il s'agit de tomber dans un activisme et d'affirmer la primauté de l'action? Ah oui, agissez, hein. On est dans l'action. Mais d'une action qui a oublié le primat radical de la contemplation. Si vous n'avez pas d'abord accueilli le réel avec son ordre donné, tous vos efforts de transformation seront des efforts de dévastation. Où manque le savoir, le zèle n'est pas bon, dit un proverbe de Salomon. Où manque la contemplation préalable, où manque la gratitude préalable, où manque d'abord l'action de grâce pour être là et pour être dans ce temps, eh bien, tout ce qui pourra émerger relèvera du ressentiment. Et sous prétexte de faire mieux, ça sera un faire mieux, mais qui n'est pas fondé dans l'être. Donc voilà les problèmes qui se posent pour nous. Alors, premier point, quand il s'agit de changer le monde, notre premier sentiment, c'est celui de l'impuissance. Alors maintenant, supposez que vous ayez toute puissance. Est-ce que ça serait mieux? Voici qu'Écologie Humaine se trouve à la tête de l'État. Voici qu'Écologie Humaine contrôle définitivement les masses médias. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que Pierre-Yves Gomez, par exemple, ne ressemblerait pas aussitôt à une sorte de grand présentateur télévisé? Est-ce que Ségolène ne serait pas à ses côtés pour présenter The Voice Écologie Humaine? Vous voyez, l'idée qu'il faudrait être à la tête du pouvoir pour pouvoir transformer les choses, c'est déjà être dans une conception jacobine de l'action. L'action viendrait d'en haut, de très haut, de ceux qui ont vraiment d'énormes moyens. Mais quand il s'agit de cela, l'action qui vient d'en haut, c'est une action qui est loin des réalités. Et dès lors, qui se condamne à être idéologique et technocratique. On est loin des gens et donc on leur impose des mesures sans les avoir vraiment rencontrées. On perd le sens de ce que la doctrine sociale de l'Église appelle la subsidiarité.
mais qui est justement l'idée d'une action qui est proportionnée et qui ne vient pas simplement d'en haut. Contre cette conception jacobine, il faudrait avoir une conception, on pourrait dire, jacobienne, non pas la prise du pouvoir mondain d'en haut comme Ésaü, mais comme Jacob, le combat avec l'ange dans la nuit, l'entrée dans le corps à corps. Peut-être que c'est là que se joue la véritable action. Bien sûr, quand on est à l'endroit où on est, on peut se dire, ben oui, effectivement, contrôler les masses médias, c'est pas mieux, parce qu'on va tomber dans le format des masses médias, on va tomber dans le spectaculaire. Contrôler la puissance étatique, c'est pas mieux, parce qu'on va tomber justement dans une conception idéologique ou technocratique de l'action. Mais après, quand on est ramené à soi-même, on peut se dire, oui, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant, je suis tout petit. Quelle proportion entre moi et le monde? Pourquoi? Parce que l'on croit que le monde, c'est ce qu'en montrent les puissants et la puissance médiatique. Et dès lors, on a l'impression d'une disproportion. D'une disproportion qui, malgré tout, a un petit côté agréable, je dirais confortable. Par exemple, vous apprenez ce qui se passe parmi les chrétiens d'Orient et vous vous sentez concerné. Vous priez, vous achetez des t-shirts avec la lettre N en arabe sur votre ventre et vous dites, ouais, voilà, j'ai fait quelque chose. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, ici, à l'exemple des chrétiens d'Orient, pour témoigner, par exemple, de la vérité, sans craindre la persécution? Parce que c'est ça, plutôt, d'être avec eux aussi. Et qu'est-ce qu'on fait pour celui qui est au pas de notre porte, peut-être, et qui ne va pas bien? Vous voyez, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la puissance médiatique nous fait rêver à une action qui n'est pas celle que nous devrions avoir, et nous place dans une situation de pathos, vous voyez, on a l'impression de secourir les gens parce qu'on est indigné. L'indignation. L'indignation qui reste stérile, vous voyez. Et stérile pas tellement parce qu'il n'y a pas de pouvoir, mais parce qu'on lui propose finalement une action qui est disproportionnée. La disproportion donne ce sentiment d'impuissance, mais cette disproportion justement nous fait perdre de vue l'action qui serait justement celle dont nous sommes capables et celle qui est la bonne, parce qu'une action vraiment proportionnée, ça n'est pas celle d'une puissance qui écrase d'en haut, c'est celle d'une puissance qui laisse croître. Ce qu'on appelle la mondialisation est en réalité la perte du monde. Le monde, tel qu'il apparaît à travers la mondialisation, c'est-à-dire à travers le système médiatique, est réduit à la formule du monde, à des images, à des paramètres, à des taux et à des indices. Or, est-ce que c'est là que se joue de la manière la plus forte notre être au monde? Notre être au monde se joue vraiment là où nous sommes dans la proximité. Et c'est précisément de cette perte de la proximité dont notre monde périt. Vous pouvez défendre la famille. Vous pouvez croire que pour défendre la famille, il faut aller sur des plateaux télévisés. Vous pouvez croire que le lieu le plus haut de lutte contre les gender studies consiste à entrer dans un grand débat avec Judith Butler ou Éric Fassin. Mais en réalité, là où vous défendez la famille, c'est autour de la table familiale. Parce qu'il faut encore un lieu où l'on tisse le tissu familial. Si vous défendez la famille comme un concept, c'est fini. Là où vous pouvez lutter contre les gender studies, messieurs, c'est en couchant avec votre femme, en lui étant attentif,
en ayant des enfants, en les élevant, en entrant véritablement dans la paternité, et pas en devenant un idéologue familialiste. Nous risquons toujours cette désincarnation en rêvant une action mondiale et disproportionnée, c'est-à-dire une action qui ne touche pas la vraie réalité du monde qui est donnée dans la proximité. C'est cette perte de la proximité qui produit un travail morcelé, délocalisé, dont le produit devient anonyme, ce qu'a très bien vu Pierre-Yves, justement, parlant du travail invisible. Et c'est cela qui conduit à l'exploitation. Si les marchandises sont des objets qui apparaissent magiquement sur des rayonnages, si vous ne voyez plus le producteur, le travailleur, si vous n'avez plus de contact comme dans la véritable économie de marché, c'est-à-dire, vous savez, le marché de campagne, hein, on voit ce qu'ils produisent, vous pouvez très facilement entrer dans la logique de l'exploitation, parce que vous ne savez pas comment c'est fait. Ça a l'air sympathique, ça a l'air bon, ça a l'air bio. J'achète. Mais vous voyez, perte de la proximité. Nous ne savons pas, par exemple, notre monde occidental ne sait pas que le travail de l'agriculture est le socle de l'économie et de la justice. On croit qu'il s'agit de faire des start-up dans le domaine de l'informatique, du multimédia ou des technologies NBIC, alors qu'en fait le fond c'est comment est-ce qu'on va manger. Et la chose la plus universelle qu'il y a entre tous les hommes, par-delà toutes leurs affinités, c'est la faim. Et on rejoint ici cette question de la proximité, hein, autour d'une table, manger ensemble. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans la perte de la proximité? C'est le règne du sans-distance que proposent justement nos écrans, où les choses ne sont ni absentes ni présentes, ni proches ni lointaines. Vous avez 1000 amis sur votre profil, mais vous n'avez personne en face de vous. Vous avez autrui dans votre poche grâce à votre smartphone mis à disposition, mais automatiquement, vous n'avez plus d'altérité véritable. Nous sommes dans une situation de perte de la proximité et donc de perte de la matière, de telle sorte qu'en plus, la modalité même de l'action qui triomphe, c'est une modalité où il faudrait qu'on ait un bouton, vous voyez, qui déclenche des effets extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui dans une push-button society, comme dit justement Günther Anders, avec cette logique qu'a mise en avant un penseur contemporain, hein, « To save everything, click here ». Pour tout résoudre, cliquez ici. Et quand on croit cela, vous voyez, à la fois on est face à cet écran avec cette idée d'une mise à disposition du monde, mais en même temps on a l'impression d'une impuissance totale. Vous voyez. Parce qu'on voudrait entrer dans une modalité d'action où, quand on clique, on a un effet mondial. Et on perd la proximité, on perd le temps de la patience, on perd le temps de la maturation. Et c'est plus facile aussi. Le clic nous évite la claque, nous évite l'exposition qu'implique la proximité. On reste inatteignable dans une pseudo-immédiateté. Donc j'en arrive à mon point considérable, c'est que nous ne manquons pas de moyens. Vous ne manquez pas de moyens pour transformer vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ce dont nous souffrons, c'est d'une surabondance de moyens. Nous sommes encombrés par la multiplication des moyens.
encombrés par la multiplication des moyens qui nous poussent à nous confier à nos moyens et à perdre le sens de la finalité. Nous ne manquons pas d'action, nous manquons d'une contemplation à partir de laquelle l'agir peut être profond. Nous ne manquons pas de jours ouvrables, nous manquons de dimanches où il ne s'agit plus de produire des biens, mais de les rassembler pour en user et en jouir autour d'une table dans la proximité. Nous ne manquons pas de morale, nous manquons de mœurs. Il ne s'agit pas tant de faire que d'être à l'endroit où la Providence nous a placés. Et donc il s'agit de ne tomber ni dans la nostalgie, ni dans l'utopie, mais d'être attentif et agir là où nous sommes de proche en proche. Il y a un passage au début du livre de la Genèse qui parle d'une action de l'humanité comme d'une action qui agit sur toute la terre. C'est le premier commandement. Genèse 1, 28, fructifiez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Mais vous voyez que cette action se fait à partir d'une fructification. La fructification, c'est justement une opération qui part de l'endroit où l'on est et qui part de ce que l'on est, et non pas du fantasme d'être un super-héros, vous voyez qu'on n'est pas. Non pas ce que saint François de Sales appelle les charités imaginaires. Ah, quand j'aurai plus de moyens. Ah, quand le monde sera enfin plus disposé à m'accueillir. Quand le monde sera meilleur, alors je commencerai à faire des choses bonnes pour le monde. Alors, à l'endroit où je suis, j'ai tout ce qu'il faut pour être et rayonner. Si votre fantasme, c'est d'être Bill Gates, vous êtes foutu. Si votre fantasme, c'est d'être Steve Jobs, vous êtes foutu. Mieux vaut être le pauvre Job que Steve Jobs. Être à l'endroit où la Providence nous a placés, mais dans la vérité, voyez, avec peut-être la déchirure d'un cri vertical, mais à partir de ce que l'on est. C'est pourquoi il ne s'agit pas de propagande, mais véritablement de proximité. Les moyens ne doivent pas être disproportionnés avec leur fin. Et si la finalité, c'est de vivre ensemble, à ce moment-là, les moyens doivent déjà résider dans un certain vivre ensemble, comme l'on dit. Hélas, ce terme-là est devenu un slogan. On voit bien dans l'Évangile, les moyens de l'annonce sont ceux de l'annonce elle-même. Il ne s'agit pas d'attendre l'existence de la télédiffusion ou de la mondiovision. Cela se fait de proche en proche. Cela commence dans l'obscurité d'une étable à Bethléem, alors qu'il n'y avait aucune place à l'hôtellerie. L'amour du prochain se prêche en se rendant proche et non pas à distance simplement par le multimédia. On peut employer ces moyens-là, mais ces moyens-là sont finalement les moins appropriés. Les plus appropriés, c'est ceux qui sont toujours déjà à notre disposition. On prêche l'amour de la terre, non pas en faisant des grands films sur l'écologie, en utilisant des effets spéciaux comme dans Avatar pour montrer des peuples qui vivent en harmonie avec la nature, mais en ayant un potager,
en ayant un contact direct avec des paysans, en étant attentif à leur travail. Quand je vous dis que nous ne manquons pas de moyens et qu'il s'agit d'agir de proche en proche, cela n'a rien à voir avec un repli, rien à voir avec de la frilosité, rien à voir avec l'idée d'être un gagne-petit. Il s'agit d'agir en vérité, en réalité, là où nous sommes, dans une exposition radicale de soi. Il s'agit d'agir à hauteur de vie et même à hauteur de mort. Vous allez tous mourir, nous allons tous mourir bientôt. Qu'est-ce que nous aurons fait? Est-ce que nous aurons vécu à fond là où nous sommes, sans fantasme, mais à partir de ce qui nous est donné d'être ici et maintenant? Est-ce qu'on sera rentré dans cette radicalité qui est de puiser aux racines, justement, pour pouvoir fleurir? Il faut que nous sachions cela. Seul ce qui sera donné ne sera pas perdu. Alors, commençons dès à présent. Merci. Para cuando la gran revolución, el día que se despertará el gran espíritu de la